transformé, il est resté fidèle à ce colloque dont il a honoré toutes les sessions d'une communication toujours brillante, originale, passionnante. Voilà, il fait partie de ces conférenciers que j'aime entendre. Je suis ravi de recevoir mon complice et ami, j'ai nommé le professeur François Viala. Mesdames et messieurs, le commandant de bord vous demande d'attacher vos ceintures. Nous allons en 25 minutes tenter de cerner un certain nombre de questions juridiques autour du droit et notamment autour de l'affaire de la rose tatouée dans un documentaire de 1965 intitulé Paris secret. Que fait ici le droit? Nous ferons la même réponse que Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Il fait que vous y êtes, il fait que nous y sommes. Il fait que nous y sommes parce qu'effectivement, depuis longtemps, et notamment depuis ce film documentaire Paris secret, suivi du Paris top secret, où l'on met en scène des séances dites choc, alors choc pour 1965, hein, ça nous paraîtrait de l'ordre de Gulli et des émissions pour enfants aujourd'hui, concours de drague, prostitution, cabaret, fête foraine, catch égout et tatouage. Et tatouage qui va donner lieu à une affaire que tous les étudiants en droit de première année connaissent, l'affaire de la rose tatouée, jugée en 1972 par la Cour de cassation, puisque le régisseur général de ce documentaire avait conclu un contrat avec une jeune fille mineure de 17 ans pour qu'elle se fasse tatouer sur la fesse, dans le cadre du documentaire, une tour Eiffel et une rose, le contrat stipulant que le tatouage serait prélevé et deviendrait la propriété de la production. La jeune fille est tatouée, la jeune fille est détatouée et des lésions cicatricielles demeurent. Elle demande aux juridictions d'annuler le contrat, c'est-à-dire de faire en sorte que juridiquement il n'ait jamais existé, et bien sûr condamner à des dommages-intérêts la production et tous les intervenants, dont le régisseur général qui disait « mais moi j'étais salarié, donc j'ai pas pris de décision ». La Cour de cassation le sanctionne néanmoins solidairement avec les autres intervenants parce qu'il avait commis une faute détachable, une faute personnelle, et ceci en engageant une mineure dans des conditions immorales et illicites. Nous sommes dans les années 70. Filmer un tatouage est un contrat dont l'objet est immoral, immoralité de l'objet, et illicéité de l'objet. Alors l'immoralité, désormais dans le Code civil, les bonnes mœurs ayant disparu, je n'en parlerai pas, mais l'illicéité pose question. Pose question dans une société qui a quelque peu évolué depuis les années 70, puisque aujourd'hui, la question de la vente d'un tatouage sur support vivant ne semble plus poser de problème, en tout cas chez nos voisins. Vous connaissez tous le grand tatoueur Wim Delvoye. Ce tatouage sur un Suisse, Tim, a été vendu 150 000 € et le contrat envisage la monstration du dos dans des expositions publiques et surtout, le collectionneur qui l'a acheté sera propriétaire au décès du support. Ce qui pose une petite question de non-patrimonialité du corps humain, et j'y reviendrai. Que fait le droit ici? Bien, tout dépend de ce que l'on entend par droit. Le droit, en tant que fait social, le droit est un mécanisme d'encadrement du fait social, nécessite que, de façon liminaire, nous nous intéressions à ces faits sociaux qui vont vous préoccuper et nous préoccuper pendant 2 journées. Le marquage du corps, le sien, celui d'autrui, la liberté, autonomie versus la dignité objectivement entendue, la protection de l'intégrité physique, psychique versus la vie privée, le bon et le beau, le moral et l'immoral, la mode, la tendance, et le renversement des tendances qu'évoquait David Le Breton tout à l'heure. Nous pourrons montrer des corps marginaux
si nous ne sommes pas tatoués, apparemment, dans quelques années. Je rappelle quand même que le droit, c'est relatif, relativité du droit, alors Michel de Montaigne ou Blaise Pascal l'ont dit mieux que moi, relativité du droit dans le temps, 1972, affaire de la rose tatouée, 2024, dans le temps et dans l'espace, bien entendu, le droit d'ici n'est pas le droit d'ailleurs, et je ne vous parlerai que de droit français. Le fait social, c'est s'intéresser aux pratiques. Les pratiques sont anciennes, les mots sont nouveaux. On a déjà évoqué la momie d'Otzi qui porte un certain nombre de marques de tatouages, dont 61 marques pourraient bien être des marques relatives à des soins. Ce sont des points d'acupuncture sur des lésions d'arthrose. Esthétique profane ou rituel sacré, soin, bien il y a probablement, c'est polysémique, on l'a déjà entendu, il y a probablement tout cela. Les pratiques sont immémoriales, les mots sont nouveaux. Cook, Tahiti, Ta, Atua, dessin, Dieu, qui donne Tato, qui sera traduit dans les relations du voyage de Cook par Suard, par Tato, première édition, ou par Tatoué, avec cette petite incise en note de bas de page. Nous avons cru devoir créer ce mot pour exprimer les petits trous-peints qui se font sur la peau avec des pointes de bois. La pratique est ancienne, le mot est nouveau. Tatoué apparaît dans le dictionnaire de l'Académie française en 1798, terme de voyage, très péjoratif, appliqué aux sauvages de l'Amérique, 1835, aux sauvages de l'Amérique et de la Nouvelle-Zélande, etc. Et il faut attendre la 8e édition, puisque le thé n'est pas encore arrivé à la 9e édition, en 1935, pour que le caractère péjoratif disparaisse du dictionnaire de l'Académie française. Je rappelle que le dictionnaire Littré a longtemps hésité entre tatouage et tatouement. L'Académie de médecine, dans son dictionnaire, définit le tatouage et le détatouage, mais là encore, pas de marquage péjoratif ou pas, on est dans la science médicale. Alors il y a d'autres marquages du code qui ont des significations distinctes selon les sociétés. Cela marque l'appartenance, on en a déjà parlé, on est toujours dans le fait social. Hein. Appartenance imposée à un groupe qui peut être valorisé, appartenance à une famille, à un ordre, à une royauté, dévalorisée, stigmatisée, ce sont toutes les flétrissures dont on a déjà parlé, peines et châtiments, essorer, enlever les oreilles, fendre les lèvres pour le blasphémateur, marquer au fer, Milady de Winter. Mais c'est aussi une appartenance assumée, celle des mauvaises gens, des mauvais garçons, des marginaux, les marins, les soldats, les prisonniers, les prostituées. Et vous avez ici le tatouage d'Henri Charrière, l'Ardéchois bien connu, dit Papillon, avec son célèbre papillon. Et puis il y a d'autres marquages du corps, comme ce que l'on appellerait aujourd'hui les perçages, infibulare, posé in agrafe. On le retrouve dans l'encyclopédie, on le retrouve aussi dans le Littré, citant Buffon. L'infibulation se fait en tirant le prépuce en avant, le perce, on traverse d'un gros fil, et une fois les trous cicatrisés, on y met un anneau, aujourd'hui. Ça s'appelle un prince Albert. Et puis, bien entendu, il y a des mots qui apparaissent progressivement, comme... Il n'a pas pénétré le dictionnaire de l'Académie française, mais oui, pour le Larousse et le Robert. Piercing, l'anglicisme, avec un synonyme perçage, pratique consistant à percer la peau en certains endroits du corps ou certains organes pour y fixer un bijou. Et puis il y a les bonnes modes, les modifications corporelles, dont je parlerai peut-être en conclusion. On est bien sur le marquage de la peau, alors revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux du droit. D'abord, l'hostilité. L'hostilité du droit, en rappelant avec le doyen Carbonnier que le corps humain n'apparaît pas dans le Code civil de 1804. L'homme y est personne, c'est-à-dire pur esprit.
Alors, il n'est pas dans le Code civil, mais ce qui ne veut pas dire que le droit et les juristes ne s'intéressent pas au corps. Il y a des principes qui préexistent à la loi: indisponibilité, inviolabilité, non-patrimonialité. Et ces principes vont faire leur apparition en 1994 seulement dans la première loi de bioéthique relative au respect du corps humain. Mais ces principes préexistaient, et quand on légifère en 1994, on range le corps, on le range dans le livre premier, pas dans le livre 2. Livre premier, des personnes, livre 2, des biens. Le corps n'est pas objet, il est sujet, il est l'élément vivant de la personne, et ça explique les réticences du droit. Parce que les principes inviolabilité, indisponibilité sont des principes qui descendent des Écritures. C'est l'évangile de Jean, Memo aptu dans la Septante, Noli me tangere dans la Vulgate, ne me touche pas, don't touch me, de Rabbi Christus à Marie de Magdala. Ne me touche pas est le fondement de l'inviolabilité du corps humain dans les principes juridiques, conférant au corps un caractère proche du sacré, avec une querelle doctrinale, puisque certains, comme mon ami Thierry Revet, considèrent que le corps est objet d'appropriation. Livre 1 ou livre 2. En l'état actuel du droit positif, c'est le livre premier. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain que sous réserve du respect de deux conditions: conditions objectives, conditions subjectives, relatives à l'objet, relatives au sujet. Objectivement, on ne peut porter atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le mot thérapeutique de 1994 a été remplacé par médical en 1999. Pour porter atteinte à l'intégrité corporelle, il faut donc une nécessité médicale pour la personne. Et on est assez loin de l'esthétique des modifications corporelles, par le tatouage notamment. Et puis, condition subjective, le consentement préalable de l'intéressé est impératif. La non-patrimonialité, je n'y reviens pas, on a déjà évoqué, pour montrer que les principes se fissurent. Alors, nécessité médicale pour la personne, bien tout simplement parce que l'exception à l'inviolabilité du corps humain, c'est tout simplement un privilège qui est reconnu à un petit nombre, un monopole qui est médical, nécessité médicale. Alors bien sûr, les médecins ne pouvant pas tout faire, il y a des exceptions à l'exception à travers les décrets d'actes pour les auxiliaires de soins. Mais le principe, c'est que seuls les médecins, ou plutôt les membres des professions médicales, peuvent porter atteinte à l'intégrité corporelle. Et ce monopole est protégé par l'article 41-61-1 du Code de la santé publique à travers le délit d'exercice illégal de la médecine. À côté de la nécessité médicale, le Code de la santé publique rajoute deux conditions: le respect des connaissances médicales avérées et la proportionnalité, bénéfices escomptés au singulier, risques encourus au pluriel. Et sur les questions qui nous réunissent, la nécessité médicale pose question. N'est-ce pas plutôt une atteinte à l'intégrité du corps sur la base d'un désir, d'une convenance, d'une apparence, d'une appartenance? Encore que l'on puisse discuter de la nécessité médicale d'un tatouage. No resuscitate, ne pas réanimer. Est-ce des directives anticipées? C'est suffisamment questionnant pour que le New England ait publié sur cette question-là, avec parfois des incongruités. Ce living will, ne pas faire et faire, ne pas réanimer, et prélever mes organes, avec une difficulté probablement, si on fait un prélèvement d'organes sur un donneur, peut-être vaut-il mieux l'avoir réanimé et maintenu artificiellement en vie, parce que sinon la viande risque d'être froide. Consentement à l'acte, bien entendu, précédé d'une information renforcée en matière esthétique, tous les plasticiens le savent. Elle doit être exhaustive, notamment évoquer les risques de réalisation exceptionnelle, loyale, claire, appropriée,
elle est orale, entretien individuel, dit le Code de la santé publique, et elle permet d'émettre un consentement qui est un faux ami du juriste, puisqu'il y a deux approches du consentement, celle de Thomas d'Aquin, consensus autem voluntatis est actus qui praesupponit actum intellectus, tout le monde a compris. L'acte de volonté, consensus autem voluntatis est actus, est un acte qui praesupponit, qui présuppose actum intellectus, un acte intellectuel. Il faut comprendre sur quoi on s'engage. Et avec certaines personnes, comme on dit dans la région, est-ce pas gagnate? Mais il y a une autre approche du consentement qui rejoint la condition objective du noli me tangere. Le consentement n'est pas celui du droit des contrats et des obligations, c'est une garantie procédurale qui oblige celui qui porte atteinte à l'intégrité corporelle à respecter l'inviolabilité du corps humain. Donc que l'on soit dans l'alinéa 1er ou l'alinéa 2 de l'article 16.3, on est bien dans l'inviolabilité du corps, avec des principes qui se fissurent. Des principes qui se fissurent, merci à mon ami Zeiler pour ce dessin, se faire percer le fruit du chêne, se faire poser un Christina ou un Nefertiti, même consenti. Y a-t-il une nécessité médicale pour la personne? Ça pose une question qui est celle de l'acceptabilité sociale ou des revendications sociétales. Face à la rigidité apparente du droit, il y a le pragmatisme médical, Académie nationale de médecine, rapport présenté en 2007, il faut réglementer la pratique du tatouage et du perçage. Parce qu'on ne peut pas laisser des officines se développer comme la mousse sur la confiture sans se soucier de l'hygiène, du matériel à usage unique. Et donc, 2007, rapport de l'Académie de médecine, 2008, décret. Décret du 19 février 2008 qui va venir encadrer par le droit la pratique du tatouage et du perçage. Encadré par le droit avec une question, où est-ce qu'on codifie ce décret? Dans le code de l'artisanat? Dans le code de commerce? Eh bien non, dans le code de la santé publique. Dans le code de la santé publique, avec un cadre juridique qui est calqué sur celui des actes de soins, ce qui ne manque pas d'interroger. Alors cet encadrement, je ne vais pas le détailler, hein, c'est l'encadrement de l'installation et des installations et l'encadrement de la pratique. Il faut d'abord une obligation de formation pour le perceur et le tatoueur. Cette formation doit être affichée dans le salon où il pratique. Elle doit être réitérée. Il y a une déclaration d'activité auprès de l'agence régionale de santé. Et lorsque l'installation est temporaire, dans un salon de tatouage par exemple, il y a une déclaration préalable à la préfecture. Donc déclaration à l'ARS ou de façon temporaire à la préfecture, et puis l'activité, eh bien l'activité c'est toute la sécurité de la pratique avec le matériel à usage unique, l'asepsie, les aiguilles stérilisées à usage unique, la table de travail désinfectée, les champs, et puis les déchets. Les déchets qui sont assimilés à des dasseries, déchets à risque infectieux, et qui doivent être stockés, prélevés, transportés, détruits dans les mêmes conditions que des dasseries hospitaliers. On calque donc le régime sur celui des actes émanant des professionnels de santé. Obligation du professionnel tatoueur, devoir d'information exhaustif, bien sûr information préalable, pas a posteriori, bien qu'il y ait des informations a posteriori en cas d'effet indésirable, risque auquel il s'expose, les précautions à respecter après le tatouage, caractère irréversible des actes pratiqués et informations relatives à la douleur liée aux actes. Cette information est due à chaque intervention, même si la personne est tatouée, hyper tatouée, il faut réitérer l'information, arrêt de la Cour d'appel de Nîmes de 2019. Cette information est orale, elle est aussi écrite par affichage obligatoire de façon visible dans le salon, et il faut obligatoirement remettre un formulaire d'information écrit au client. Sur la base de cette information, un consentement peut être émis, sauf pour le mineur, ce consentement n'est pas formalisé, il n'y a pas d'écrit obligatoire, mais bien entendu, la plupart des contrats de tatouage sont des formulaires écrits
signé par le client et par le tatoueur. Avec une particularité, un paradoxe pour le mineur, les actes d'atteinte à l'intégrité corporelle sur un mineur relèvent des titulaires de l'autorité parentale qui est exercée en conjoint, de façon conjointe, nous dit le Code civil, avec une présomption d'accord du parent absent pour les actes usuels de l'autorité parentale. Et la jurisprudence est extrêmement restrictive pour tous les actes de soins accomplis donc par des professionnels de santé sur un mineur, exigeant le caractère extrêmement routinier pour que ce soit un acte usuel de l'autorité parentale. Et paradoxalement, pour le tatouage, le Code de la santé publique dispose qu'il est interdit de pratiquer un tatouage sur un mineur ou un perçage sur un mineur sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale. Comme si tatouer un enfant, un mineur, à sa demande, était un acte usuel de l'autorité parentale. Ça en dit long sur la société et sur l'acceptabilité sociale. Aller chez le médecin n'est pas toujours un acte usuel de l'autorité parentale. Accompagner un mineur n'est pas toujours un acte usuel de l'autorité parentale. Apparemment, chez le tatoueur, si. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, je ne peux pas en parler. Je fais juste état de doute. Alors, une diapo pour parler de responsabilité. Responsabilité, bien sûr, du tatoueur. Obligation de réaliser le tatouage ou pas? Ben non, c'est une obligation de faire. Pas plus que le peintre à qui vous commandez votre portrait pour qu'il soit accroché dans la salle des actes de votre université. Messieurs mes maîtres, le peintre n'a pas l'obligation ni de réaliser le tableau, ni de le réussir. Obligation de faire. Il n'y a donc pas d'exécution forcée, mais les obligations de faire se résolvent en dommages-intérêts. S'il s'est engagé à faire votre portrait, à vous tatouer, et qu'il ne le fait pas, il paiera des dommages-intérêts. Résultat esthétique. Y a-t-il une obligation de résultat quant au tatouage effectué? Réponse non, c'est une obligation de moyens parce qu'il y a un aléa. Il y a un aléa qui est lié notamment au support de l'œuvre réalisée dans le tatouage, c'est-à-dire la personne, la peau, dont on a vu que c'était un organe extrêmement complexe. Et bien sûr, le tatoueur répond des fautes qu'il commet, notamment asepsie, matériel à usage unique, lavage des mains, etc., etc. Réglementation particulière, ça a déjà été évoqué, je passe, pour les encres qui sont injectées par effraction cutanée. Réglementation notamment de l'Union européenne, avec, si on fait une réaction à l'encre, deux types de responsabilités. Pour le producteur et l'importateur, si le producteur est extérieur à l'Union européenne, responsabilité du fait des produits défectueux. Et pour le tatoueur qui utilise une encre ne présentant pas la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre, défaillance dans son obligation de sécurité. En conclusion, les pratiques extrêmes. Avoir encadré le tatouage et le perçage en calquant le régime sur l'acte de soin, nécessairement a produit des effets pervers. Je reprends une formule du Comité consultatif national d'éthique dans un autre type de question. Déplacer la frontière ne supprime pas la frontière. Et donc, en déplaçant la frontière, on a maintenu une frontière qui fait qu'il y a toujours des gens qui veulent aller de l'autre côté de la frontière, parce que là où le tatouage et le perçage étaient des actes de marginaux, bien des actes de personnes qui veulent vivre en marge, marquer leur corps, ça existe, ça existera toujours. Mais comme le tatouage n'est plus à la marge, au contraire, il est trendy, il est super tendance, mais il faut trouver autre chose. Autre chose, ce sont les élargisseurs, c'est le body art en 3 dimensions, c'est le tatouage oculaire, c'est la langue de serpent, c'est l'ablation des tétons ou du nombril, c'est le cutting, le peeling, le branding, l'ink ribbing, c'est le retrait du nez et des oreilles, le ear pointing, les oreilles d'elfe,
qui posent question aux juristes, parce que ce sont des actes qui, bien sûr, portent atteinte à l'intégrité du corps humain, mais bien au-delà du tatouage, puisqu'on est ici sur un acte qui relève de quoi? D'un travail effectué avec la main, keir ergon, chirurgia, et effectivement, ces actes qui sont mutilants au sens du droit. Ces actes de réalisation d'incision, de points de suture, relèvent de l'activité de la chirurgie. C'est donc de l'exercice illégal de la médecine. C'est par ailleurs des actes d'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie à visée esthétique qui nécessitent une autorisation administrative de fonctionner spécifique, notamment pour les locaux dans lesquels c'est exercé. On ne peut pas faire ça dans un salon de bonne mode. Ça relève de l'activité chirurgicale autorisée par l'ARS. On est donc sur des pratiques dans des lieux... Une diapo. Votre complaisance est coupable. Des actes pratiqués dans un lieu non autorisé, dans des locaux non conformes, c'est une mise en danger de la vie d'autrui, potentiellement. Ce sont des coups et blessures, c'est-à-dire que celui qui les pratique s'expose aux foudres du droit pas drôle, le droit pénal. Ce n'est pas seulement des dommages et intérêts. Ce sont des sanctions pénales. Pour aller plus loin, je vous recommande la lecture de l'ouvrage dirigé par ma collègue montpelliéraine Mélanie Jaoul, ou, encore mieux, Souffrir pour être beau, tatouage et bonne mode, des pratiques au confluent du droit, dans le dernier ouvrage de l'École de droit de la santé, Douleurs et souffrances de l'Antiquité au XXIe siècle, aux études hospitalières, et vous y lirez aussi une contribution du docteur Jacques Matteux. Je vous remercie.